Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les jeudis de l'économie qui reprennent donc après une courte pause pendant les fêtes. Et pour cette première édition de l'année 2023, nous allons dresser en quelque sorte un panorama de l'économie dans le monde, dans la région en Calédonie. Quelles contraintes l'inflation mondiale fait-elle peser sur les économies? Quel rôle jouent les banques centrales? Mais aussi quelles perspectives face aux bouleversements mondiaux? C'est ce dont nous allons parler avec notre invité qui est Yann Caron, le directeur de l'IOM en Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier tableau de l'économie mondiale qu'on va resserrer au cours de cette émission sur la Calédonie. Mais il est important de se rappeler, Yann Caron, qu'on est dans une période compliquée. On l'a dit et redit, l'économie mondiale a été bouleversée une première fois par la crise Covid. Aujourd'hui, elle l'est à nouveau par les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On peut dire que c'est une période compliquée et qu'on n'est pas du tout sorti de la période d'inflation. De la période d'inflation, certainement pas. On y est rentré. On y est rentré d'abord parce que la sortie de crise Covid a alimenté des tensions inflationnistes, parce qu'il a fallu que les appareils de production se remettent en route, alors que la reprise de la consommation était assez rapide. Donc ça a créé une première vague de tensions inflationnistes. On espérait tous qu'elle serait relativement temporaire. Et puis, on est passé effectivement à l'étape suivante de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a alimenté une nouvelle vague d'inflation, surtout sur le marché de l'énergie, des matières premières, et puis qui a bouleversé finalement l'ensemble du commerce international. Donc là, on est rentré dans une phase d'inflation plus durable, assez brutale et à des niveaux très élevés qu'on ne connaissait plus depuis plusieurs dizaines d'années. Et à cela, il faut rajouter les difficultés qu'rencontre la Chine aujourd'hui, puisqu'elle fait face à une crise Covid sans précédent pour elle, qui perturbe aussi ses outils de production. Également, c'est un élément complémentaire, c'est qu'on n'est pas du tout totalement sorti de la crise Covid. La Chine a mené une politique très particulière de fermeture totale, d'une faible vaccination de sa population, et elle est confrontée aujourd'hui à une remontée des cas de Covid, et paradoxalement, elle réouvre complètement à la fois son marché intérieur et ses mouvements de population sur l'extérieur. Et tout cela pénalise aujourd'hui assez fortement son appareil de production. Or, comme la Chine est plus que l'atelier, c'est l'industrie du monde, ça va évidemment affecter l'ensemble de la production mondiale, et bien sûr également le niveau du PIB, donc de la croissance 2023. Yann Caron, ça veut dire que les choses se modifient en profondeur. On l'a vu avec la crise Covid, les choses avaient changé entre la manière de fonctionner, la manière dont les économies fonctionnaient et résistaient avant et après. Là aujourd'hui, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est aussi compliqué. Il y a des bouleversements profonds aujourd'hui dans l'économie mondiale? Oui, certainement, qui s'opèrent progressivement. Effectivement, on l'a vu pendant la période de la crise Covid. Qui conduisent aussi, je dirais, une géostratégie mondiale qui est différente. Ça fait prendre conscience de la très grande dépendance que l'on a envers, bien sûr, le gaz russe, mais également sur l'ensemble des sujets énergétiques, la dépendance qu'on a également face à la Chine et face à l'Asie, donc tout le sujet de la délocalisation qu'on a connue pendant des années de nos outils de production industrielle et du coup de la dépendance très forte que l'on a maintenant envers l'extérieur. Donc ça soulève de vrais sujets géostratégiques de relocalisation d'appareils de production, ne plus être vulnérable et tributaire sur, par exemple, les composants électroniques ou des produits de ce genre. Ou l'alimentaire, puisqu'on a vu aussi que le marché de l'alimentation était perturbé. Alors, question qui vient naturellement après, évidemment, personne ne peut prédire à quel moment la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendra fin, mais le jour où elle prendra fin, est-ce que les économies vont repartir comme avant ou est-ce qu'il faudra tenir compte des bouleversements qui ont été engendrés par ce conflit? Je pense, mais cela n'engage que moi, que tout le monde en tiendra compte, que de toute façon, dans les années qui précèdent, on a la période actuelle, des réajustements se font en profondeur. Exemple sur l'énergie en France, la relance de l'énergie nucléaire pour ne plus être aussi vulnérable que nous le sommes aujourd'hui, alors même que nous avons un tissu industriel et nucléaire, une capacité de production électrique qui devait nous donner une très grande autonomie.
Alors, comment les États réagissent par rapport à cette inflation? On en viendra évidemment dans un instant à la zone Pacifique, mais comment les États, les banques centrales réagissent par rapport à cette inflation mondiale? Chacun essaye de se protéger du mieux qu'il le peut. Est-ce qu'il y a des stratégies différentes ou finalement les stratégies ont tendance à converger? Elles sont très convergentes. Ce sont moins les États à proprement parler que les banques centrales, avec des disparités, puisque la BCE, par exemple, est indépendante des différents États qui composent la zone euro. Donc c'est un pouvoir spécifique, alors que la Fed, la Banque centrale américaine, comme d'autres banques centrales, sont parfois plus liées directement à leurs États et avec d'ailleurs des missions qui peuvent être différentes. La BCE a avant tout une mission sur la stabilité financière et sur la surveillance de l'inflation. Donc, mais globalement, il y a une véritable convergence. Il faut se rappeler qu'on a été pendant 2 ans, pendant toute la période de crise Covid, et même un peu dans les années qui précédaient, depuis la crise financière de 2007, toutes les banques centrales ont pratiqué une politique monétaire qu'on appelle en langage de banquier central très accommodante. C'est-à-dire qu'en réalité, visant à injecter beaucoup de liquidités par différents mécanismes et à réduire le plus possible les taux. Ceci pour que les différentes banques commerciales puissent diffuser dans l'ensemble de l'économie les moyens financiers pour que l'économie ne soit pas bridée dans cette phase de crise. Et ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, face à l'inflation si soudaine, si brutale, l'ensemble des banques centrales ont pris des décisions qui ne sont pas forcément concertées entre elles, qui sont moins accommodantes en cohérence, voilà, qui visent à sortir, on va dire, à normaliser, là encore pour reprendre un langage de banquier central, à normaliser la politique monétaire. On va dire à faire un resserrement monétaire sur 2 points, à la fois le niveau de liquidité, donc injecter moins d'argent ou réduire petit à petit la liquidité, c'est-à-dire en quelque sorte les prêts que les banques centrales font aux banquiers et donc à l'économie dans l'ensemble, et d'autre part à réaugmenter progressivement les taux d'intérêt, enfin progressivement, même rapidement les taux d'intérêt. C'est ce que vous appelez dans votre langage aussi le resserrement monétaire, oui, c'est bien ça? Oui, tout ça? à fait, c'est un resserrement monétaire. Et il faut rappeler que les décisions, parce que c'est peut-être un peu compliqué pour les auditeurs, mais les décisions de la Banque centrale européenne ont des conséquences évidemment aussi jusqu'en Calédonie. Totalement, parce que nous, en Nouvelle-Calédonie, comme sur la zone franc-pacifique, donc la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, nous sommes, IEOM, la banque centrale spécifique de cette zone, mais nous sommes tenus d'être en cohérence avec la zone euro, pour une raison simple, c'est que le franc-pacifique est arrimé étroitement dans le code monétaire et financier, donc on va dire par la loi, à l'euro, avec une parité fixe, avec une libre convertibilité, et donc, indirectement, c'est une forme d'euro spécifique. Alors, nous menons d'un côté une politique monétaire qui est tout à fait spécifique et adaptée à nos contraintes, adaptée à la zone, et adaptée un petit peu plus encore aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, nous sommes sur une zone qui a une insuffisance de liquidité structurelle. Donc, l'IOM apporte en quantité considérable des liquidités aux banques par le biais de lignes de crédit sur des durées qui vont de 6, 12 jusqu'à 36 mois, donc qui sont assez longues, qui permettent d'apporter les moyens nécessaires aux banques pour qu'elles puissent financer l'économie dans de bonnes conditions, malgré cette insuffisance de liquidité. Et ça, nous le maintenons. Bien qu'il y ait ce resserrement monétaire, qu'on sorte de cette politique, ou plutôt que la BCE et que les autres banques centrales sortent de cette politique monétaire accommodante, nous maintenons cet apport de liquidité parce qu'il faut compenser cette insuffisance structurelle de liquidité que nous avons en Nouvelle-Calédonie. En revanche, on est bien obligé de rester en cohérence de taux. Donc effectivement, depuis le mois de juillet, par une série d'augmentations de taux, nous augmentons les taux directeurs de l'IOM au même titre que les taux directeurs de la BCE. Alors on va revenir justement sur ces conséquences et ce qu'elles impliquent en Nouvelle-Calédonie. Avant cela, peut-être pour rester dans le tableau général, une dernière question, parce qu'elle a aussi son importance, c'est que le rapport entre l'euro et le dollar est aussi bouleversé par le contexte économique mondial et que ça ne joue pas forcément en faveur de la zone euro. Non, tout à fait. Il est bouleversé d'une façon qui nous est défavorable. Ça peut s'expliquer par plusieurs éléments. D'abord, un élément, je dirais, économique et politique. La guerre, elle a lieu en Europe et pas aux États-Unis. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine. En soutenant l'Ukraine, ils ont plutôt tendance à renforcer leur dynamisme économique, alors qu'à l'évidence, cette guerre fragilise l'Europe sur plus particulièrement les conditions d'importation de l'énergie, du pétrole, du gaz, sur aussi d'autres éléments d'appareils de production, et le fragilise l'Europe encore plus fortement sur l'inflation.
Et donc un euro plus faible que le dollar, ça a des conséquences évidemment quand on achète à l'étranger parce que la monnaie est inférieure et du coup les affaires sont moins bonnes. Tout à fait. Il y a un deuxième élément, en dehors de cet élément économique, c'est les réactions des banques centrales. La Banque centrale américaine, la Fed, a réagi plus rapidement et plus fortement. Donc, elle a remonté ses taux plus rapidement et à un niveau plus élevé. Et ça que la BCE, ce qui a conduit à un peu à alimenter le décrochage entre l'euro et le dollar. Alors, depuis, la BCE elle-même s'est engagée dans une remontée de taux significative, avec plusieurs étapes de remontée de taux. On avait des taux négatifs, ils sont passés à plus de 2% maintenant, tout en sachant qu'en taux d'intérêt réel, ça reste des taux qui sont très en deçà de l'inflation. Alors justement, venons-en à la situation en Calédonie et dans la zone France CFP, qui est celle qui est la zone de compétence, si j'ose dire, de l'IOM. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'inflation aujourd'hui en Calédonie? Est-ce qu'elle est plus importante que dans d'autres pays du monde? Est-ce que le fait d'être un peu plus loin, d'être une île, ça accroît l'inflation ou ça la régule? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire d'abord que l'inflation que nous subissons est avant tout une inflation importée. Donc ce n'est pas une inflation que nous générons, nous, en Nouvelle-Calédonie, sauf en partie, mais ce n'est pas tout à fait négligeable, sur les produits alimentaires, liés surtout aux intempéries considérables que nous avons subies. Je crois qu'on n'en avait pas eu autant depuis les 100 dernières années, donc ça a fortement affecté la production alimentaire, ça a généré, et le panier, j'ai envie de dire, les ménages y sont très sensibles sur le panier des courses. Sur les produits alimentaires, l'impact est fort. Pour autant, l'essentiel, c'est une inflation importée sur l'énergie et sur l'ensemble des produits importés que nous avons. Donc, inflation importée, ça veut dire qu'on ne peut pas y faire grand-chose? On peut agir sur cette inflation et de toute façon, comme je l'expliquais, on n'a pas le choix en termes d'action de banque centrale. On est obligé de maintenir une cohérence de taux par rapport à la zone euro. Donc de fait, nous rehaussons nous aussi les taux. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des actions qui ont été prises par exemple par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour, au travers le bouclier qualité-prix, son élargissement, un certain nombre de mesures, des mesures aussi sur les prix de l'énergie, comme ça a été fait mais dans des proportions différentes en métropole, pour contenir l'impact de l'inflation sur la population, sur donc la capacité de consommation des ménages, préserver le pouvoir d'achat et plus particulièrement des ménages les plus fragiles. Donc il y a aussi un volet social dans ces actions. Alors, vous l'avez dit, pour être en cohérence avec l'action de la BCE, l'IOM a relevé ses taux directeurs. Qu'est-ce que ça veut dire relever un taux directeur? Quelles sont les conséquences directes pour l'économie calédonienne? Ça veut dire que petit à petit, les taux que pratiquent les banques en Nouvelle-Calédonie se redressent également et donc augmentent eux aussi. C'est-à-dire que quand on emprunte, on a plus à rembourser. On va emprunter plus cher, forcément. Il faut le nuancer, ce point-là. Il faut le nuancer puisqu'on raisonne en taux d'intérêt réel. Il faut le nuancer pour deux raisons. D'une part, parce que toutes ces dernières années, nous étions sur des taux à l'échelle mondiale, en Nouvelle-Calédonie également, en métropole aussi, sur des taux d'intérêt particulièrement faibles, extrêmement faibles. Donc favorables. Je dirais anormalement faibles au regard de ce que vient couvrir un taux d'intérêt. Un taux d'intérêt, il couvre le coût d'une ressource, les dépôts que les uns et les autres nous faisons et qui sont parfois rémunérés à la banque, il couvre le coût du risque, il couvre le coût de gestion, donc il y a tout, et il couvre l'incertitude dans la durée. Normalement, plus c'est long, plus c'est incertain, donc normalement, plus c'est cher. C'est pas ce qui s'est passé toutes ces dernières années. On a eu des taux d'intérêt extrêmement faibles et avec une courbe de taux d'intérêt qui s'est plutôt inversée par rapport à la durée. Et il faut bien raisonner aussi sur le fait que la banque, c'est une industrie de transformation. Les banquiers collectent des dépôts, ils transforment cet argent pour en faire des prêts sur des durées courtes ou sur des durées très longues. Et ils sont surtout immobilisés sur des durées très longues qui sont des prêts immobiliers. Voilà, donc il n'est pas malsain, bien au contraire, que les taux d'intérêt se reconstituent un petit peu. Il n'est pas déraisonnable de voir que les taux d'intérêt progressent en restant très en deçà des taux de l'inflation finalement. Et il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est que l'objectif des banques centrales, c'est bien évidemment, avec moins de liquidités et avec des taux d'intérêt un petit peu resserrés, d'éviter des surchauffes de l'économie, notamment dans l'immobilier, et donc de conduire à casser les anticipations inflationnistes pour que très rapidement, on revienne à un niveau d'inflation qui soit acceptable. Alors un petit mot là-dessus peut-être.
La BCE a toujours considéré qu'il fallait tendre autour d'un taux d'inflation cible à peu près de 2%. C'est ce qui met, j'ai envie de dire, de l'huile dans les rouages de l'économie. Au-dessous, c'est un petit peu raide. Au-dessus, ça commence à déraper. Pour autant, si on a une inflation comme on la connaît actuellement, à peu près 5% en Nouvelle-Calédonie, à peu près 8% en Polynésie, à peu près 6% en métropole, et avec des taux plus élevés sur la zone euro dans son ensemble, de l'ordre de 8-9%, on rentre dans une inflation qui constitue une vraie menace pour l'économie. Ça perturbe tous les agents économiques, ça conduit à avoir des anticipations inflationnistes d'une année sur l'autre qui se reproduisent, et là on rentre dans un schéma, je dirais une spirale infernale, qu'on a bien connue il y a quelques décennies, et de laquelle il est extrêmement difficile de sortir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Yann Caron, pour faire simple, que la manière et la proportion dans lesquelles les taux directeurs sont relevés servent évidemment à protéger l'économie ? Oui. À protéger l'économie, c'est aussi un petit peu un arbitrage. C'est un arbitrage qui vise à se dire, comme pour traiter, je dirais, toute maladie. On est dans la situation du médecin qui a un patient en situation difficile. Il faut faire baisser la fièvre. Et faire baisser la fièvre, ça va peut-être l'anesthésier un petit peu momentanément par les produits, les remèdes qu'on lui apporte. Mais le but, c'est que très rapidement, il retrouve une meilleure santé. Donc là, l'objectif, c'est que on a un niveau d'inflation très élevé. Il faut casser les anticipations inflationnistes. Il faut que tout le monde ait la conviction que les banques centrales feront ce qu'il faut pour revenir, pas dès 2023, mais probablement à horizon 2024, à un niveau de l'inflation de l'ordre de 2%. Et que, de ce fait, cela va permettre de revenir à des conditions économiques générales qui seront plus favorables. Alors 2023, vous avez presque sauté l'année 2023 en disant qu'il faut attendre 2024. C'est pourtant l'année qui va intéresser notamment les Calédoniens. À vous entendre, il va falloir quand même s'attendre à une année qui va rester compliquée économiquement et notamment par rapport à l'inflation. Les choses ne vont pas se résorber rapidement. Elle sera certainement difficile, oui. Elle sera difficile parce qu'on a un contexte international qui est difficile et qu'on n'y échappe pas. Et qu'on sera totalement, non seulement on n'y échappe pas, mais en plus, en général, on le subit avec un décalage dans le temps. On l'a vu sur la crise Covid, on l'a vu sur la montée de l'inflation, on le voit sur tous les sujets, toutes les perturbations de trafic international, etc., sur les containers, des choses de ce genre. On a toujours entre 6 mois et 1 an de décalage selon les sujets. Donc en 2023, oui, nous serons certainement encore dans cette configuration. De toute façon, nous ne sommes pas sortis de la guerre Russie-Ukraine. On n'est pas sortis de ces tensions très fortes sur l'énergie et sur d'autres produits. Donc nous aurons ces éléments. Et puis nous avons également, je dirais, nos spécificités calédoniennes et nos tensions calédoniennes dont on n'est pas sorti non plus. On est sur des tensions des finances publiques qui sont fortes, un petit peu sur la corde raide, je dirais au bout de nos marges de manœuvre. Ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais là, nous y sommes véritablement sur les marges de manœuvre de cette nature, mais également avec maintenant un niveau d'endettement qui est particulièrement élevé. Et cet endettement, il va falloir être en capacité de l'honorer. Donc on a bien sûr tous les sujets à la fois de fiscalité et de budget qui sont toujours sur la table aujourd'hui et qui pèsent aussi sur, comme ombre au tableau de l'année 2023. Alors la situation n'est pas très facile, le ciel n'est pas complètement dégagé, on le comprend bien, donc les mois qui arrivent vont être compliqués. Pour autant, si on regarde l'année 2022, et c'est des statistiques qui ont été souvent mises en avant, on s'aperçoit que l'indicateur du climat des affaires, qui est important parce qu'elle révèle en quelque sorte l'état d'esprit des entrepreneurs, ce climat des affaires se maintient plutôt bien, la consommation des ménages résiste. On a vu que l'emploi salarié en Calédonie atteint des niveaux plutôt élevés. Alors comment expliquer ça ? On a l'impression que tout va bien alors que le tableau général est plutôt sombre. C'est toute la spécificité, voire un peu les contradictions qu'on peut avoir en Nouvelle-Calédonie, mais votre présentation est tout à fait fondée. Nous avons bien ces deux éléments qui se juxtaposent. Et effectivement, l'année 2022 a été marquée par une année d'assez forte résilience de l'économie, tout en étant sur ce fond de fragilité qui perdure et qui était déjà enregistré depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'on est sur une croissance ralentie. On a eu une année 2020, début déjà de crise Covid, une année 2021 qui n'a pas été une année de reprise économique soutenue comme ça a été le cas sur le monde entier. Nous, on a été au contraire sur notre année de Covid avant tout en 2021. Et notre année de 2022, par contre, a été plutôt une année un petit peu de reprise.
On est sorti des référendums, ça a rassuré. On est sorti des tensions qu'on avait connues avec Vallée ou autres. On va dire qu'on était dans un climat politique un peu plus apaisé, avec un gouvernement en place également, et avec une reprise, une soif de reprendre la consommation et de reprendre des activités, une reprise aussi un peu de tourisme sur la fin de l'année, et puis un rattrapage d'un certain nombre d'entreprises qui ont investi, d'entreprises et aussi de particuliers, de ménages, qui ont investi et relancé un petit peu leur activité. Est-ce qu'on peut dire, Yann Caron, même s'il est évidemment compliqué de lire dans l'avenir au niveau économique, mais que l'enjeu de l'année 2023, c'est finalement de savoir si cette résilience dont vous parlez de l'économie calédonienne va se poursuivre ou au contraire va s'atténuer? Oui, je crois qu'on a des gros enjeux de finances publiques notamment, on a des gros enjeux de stabilité et de visibilité. Il faut que l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et des acteurs économiques aient une vraie visibilité politique. Ça, ce sujet est majeur, parce que cette incertitude forte depuis plusieurs années nuit au dynamisme économique, nuit à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, nuit à l'entrée de compétences. On a un vrai sujet sur les compétences aujourd'hui. Toutes les entreprises, même lorsqu'elles ont un marché, qu'elles ont du dynamisme, sont bridées dans leurs activités parce qu'elles ne trouvent pas les compétences nécessaires sur le marché. Donc nous avons bon nombre de défis de ce genre qu'il faut relever et qu'il faut relever très certainement aussi dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa pour donner une visibilité et une pérennité. Yann Caron, merci beaucoup de nous avoir éclairé à la fois sur la situation économique mondiale et ses conséquences en Calédonie, et puis sur les perspectives. On comprend qu'on aura l'occasion de faire des points réguliers, de scruter les différents indicateurs qui nous donneront évidemment les tendances sur le maintien de l'économie en Calédonie. Merci beaucoup d'avoir accepté de dresser ce tableau dans la première émission des Jeudis de l'économie de cette année 2023. Merci beaucoup Jean-François Baudin.